Le Berghof, refuge alpin d'Hitler situé près de Berchtesgaden. C'est ici que le dictateur allemand a pour habitude de se retirer avec une femme à ses côtés. Eva Braun était cette femme, et leur relation a longtemps été cachée au peuple allemand. Ce film privé montre Eva, sa sœur, et l'épouse de l'architecte Albert Speer, en train de cueillir des fleurs. Eva a toujours été considérée comme la compagne naïve et apolitique du dictateur sanguinaire. Mais qui était cette blonde que l'on surnommait la fiancée du démon? Eva Braun était une jeune femme blonde et très attirante. De ce que nous savons, elle était également très athlétique. Sur les photographies, elle apparaît toujours souriante et pleine de vie. Pendant les 13 ans qu'a duré leur relation, cette jeune femme, issue de la classe moyenne, est devenue la compagne exclusive du dictateur allemand. Derrière une façade de jeune femme apparemment naïve, se cachait une femme déterminée à atteindre ses objectifs. Elle était d'une incroyable persévérance et pouvait parfois faire preuve d'un certain machiavélisme. Elle l'a montré à Hitler qui a rapidement compris qu'elle lui était dévouée et qu'elle serait prête à tout pour lui, jusqu'à mourir. Sa biographie décrit Eva Braun comme vaniteuse, partagée entre pouvoir et impuissance, mais non comme une victime. Son nom est entré dans l'histoire, même si ce fut de manière sordide. Voici un des rares films montrant Adolf Hitler en compagnie de sa maîtresse sur la terrasse du Berghof. Eva Braun a longtemps été décrite comme une blonde écervelée, et Hitler comme un chef d'État détaché, un monstre inhumain, incapable d'avoir une vie privée, ni d'éprouver le moindre sentiment. Mais nous savons aujourd'hui que ces deux descriptions sont on ne peut plus fausses et surtout caricaturales. Leur relation a duré plus de 13 ans et Hitler n'était pas détaché à son égard. Il était au contraire très protecteur. Tous les documents concernant Eva Braun étaient censés être détruits après son suicide en 1945. Mais quelques enregistrements privés et des photographies ont été découverts, ce qui a permis de lever le voile sur cette étrange relation. Ils semblent être parfaitement opposés. Hitler était très collet-monté, pluvieux et très stressé. À première vue, ils ne semblent pas du tout aller ensemble. Mais si on y regarde de plus près, on comprend très vite qu'ils avaient de nombreux intérêts communs. Les deux aimaient le cinéma, l'opérette et l'opéra. Mais ce qui définissait surtout leur couple, c'est un engagement total l'un envers l'autre. Une véritable loyauté existait entre eux. En 1946, en Autriche, plusieurs heures de films et des douzaines d'albums photos sont découverts dans la maison d'un soldat SS qui n'a pas eu le temps de détruire les documents. Ces images permettent de voir l'envers du décor de la vie du dictateur allemand. Mais le plus surprenant est qu'elle donne l'illusion d'une vie idyllique et innocente. Officiellement, la maîtresse d'Hitler est employée au Berghof en tant que sa secrétaire particulière. Le goût d'Eva et de sa sœur Gretel pour le cinéma les pousse à filmer de nombreuses heures de la vie privée du dictateur. Die bunte Filmschau aufgenommen von Eva Braun, en français « Tranches de vie en couleur », sont une série de films supposés divertir l'entourage d'Hitler, dont l'auteur est Eva Braun. Le film, intitulé Punktchen am Berg, a été filmé au cours de l'été 1937. Les pellicules 16 mm sont à l'époque disponibles depuis peu, et les sœurs Braun passent des heures à jouer les cinéastes amateurs. Aux côtés d'Eva Braun se trouve son amie Marion Schoenmann,
est la femme du secrétaire d'Hitler, Gerda Bormann. Les deux sœurs se relaient pour prendre des photos et se filmer. Gretel Braun, sur la droite, est aussi enthousiaste que sa sœur aînée par le travail de l'image. Hitler étant très souvent absent, les séjours en famille au bord du lac sont très attendus. Eva Braun aime particulièrement être filmée lors de ses activités sportives. Sur le lac Starnberg, Eva et Gretel sont accompagnées de leur mère Franziska et de leur père Friedrich. La maîtresse du Führer est alors âgée de 25 ans. On sait très peu de choses sur l'enfance et l'adolescence d'Eva Braun. Mais les albums photos sauvés de la destruction nous offrent un aperçu de ses plus jeunes années. Eva Anna Paola Braun naît à Munich le 6 février 1912. Elle est la seconde des 3 filles de l'enseignant Friedrich Braun et de Franziska Kronberger. La famille a survécu à la crise des années 20 et Eva grandit dans un environnement de classe moyenne dans le quartier Schwabing à Munich. Eva Braun capte l'attention générale lors d'un séjour sur le lac Wörs. Chaque année, la famille Braun de Jena les rejoint à Munich et tous partent pour de longs séjours au bord de l'eau. Sa cousine Gertraud apprécie particulièrement cette période. La tante Fanny et l'oncle Fritz adorent la petite Gertraud, alors âgée de 13 ans. Pendant 60 ans, celle-ci a tenu secret son lien de parenté avec les Braun. Son mari, dans la confidence, lui interdisait d'en parler publiquement. C'est seulement en 2000 que Gertraud Weisker décide de parler de sa cousine Eva Braun. Ma mère et moi retrouvions mon oncle et ma tante environ 2 fois par an. Et nous partions tous en séjour, en général sur le lac Hammer ou sur le Chiemsee. Parfois, Eva et sa sœur nous y rejoignaient. J'adorais mes cousines. Nous passions de très bons moments ensemble. Nous nagions, prenions le thé, puis retournions ensuite chez mes grands-parents, chez qui nous logions sur le lac Hammer. Mon père ne nous accompagnait jamais, car il ne souhaitait aucun contact avec Eva. La relation d'Eva avec ses parents n'est pas aussi détendue que le montrent ses films. Sa meilleure amie déclarera plus tard qu'étant enfant, Eva passait énormément de temps chez elle, car l'ambiance au domicile des Braun était parfois pesante, selon ses dires. Eva suit une formation de secrétaire comptable dactylographe dans une école catholique. En 1929, elle est engagée comme assistante dans le très réputé atelier de photographie Hoffmann à Munich. Heinrich Hoffmann n'est autre que le photographe officiel d'Adolf Hitler. Un jour, il présente sa nouvelle employée au Führer. « Voici la jeune Fräulein Eva », dit-il. Apparemment, tous deux se revoient très rapidement. Hitler confiera même un jour à l'un de ses collaborateurs qu'il a une femme à Munich. Elle avait 17 ans et lui 40. Le célibataire endurci le plus convoité d'Allemagne est tombé sous le charme de cette jeune femme. Et elle a immédiatement été impressionnée par son charisme, comme de nombreuses femmes à l'époque. Tout comme son patron Heinrich Hoffmann, qui était un fervent partisan d'Hitler. En revanche, on ne connaîtra jamais le rôle joué par Hoffmann dans la naissance de leur relation. Les albums photos privés d'Eva Braun nous renseignent davantage sur cette histoire. En 1931, elle est autorisée à accompagner Hitler à Obersalzberg pour la première fois. Aucune photo de l'époque ne les montre ensemble. Le 1er novembre 1932,
La jeune femme, se sentant négligée par le dictateur, tentera de mettre fin à ses jours avec le revolver de son père. À l'époque, c'était une jeune femme de 17 ans, joyeuse, naïve et très extravertie, qui avait le sourire en permanence. Elle adorait se faire photographier. Pour son entourage, il était impossible de prévoir cette tentative de suicide. Leur relation se renforce. Hitler déclare à Hoffmann que suite à l'incident, il a réalisé qu'elle était éperdument amoureuse de lui et qu'il avait l'obligation morale de prendre soin d'elle. La famille Braun, quant à elle, est loin d'accueillir cette relation hors mariage avec enthousiasme. J'avais 9 ans quand j'ai appris leur relation par le biais des journaux. J'ai vu une photo d'Eva en compagnie d'Hitler. Enfin, je crois qu'il était dessus, mais je n'en suis pas vraiment certaine. Et la légende disait, Eva Braun, fille d'un enseignant de Munich, est la nouvelle favorite de notre glorieux Führer. J'ai montré l'article à ma mère, qui m'a répondu dans un accès de rage que c'était un tissu de mensonges. Elle m'a même formellement interdit d'en reparler ensuite. Hitler ne souhaite en aucun cas officialiser cette relation, et Eva Braun sera de ce fait considérée comme sa maîtresse par sa propre famille. Les photos d'époque nous dévoilent une jeune femme apparemment plus intéressée par ses coupes de cheveux et ses vêtements que par la politique. Sa cousine Gertraud se souvient. Cette jeune femme très séduisante était plus âgée que moi de 12 ans. Elle était extrêmement belle. Je l'admirais elle et ses sœurs aussi. J'adorais passer du temps avec mes cousines. Eva était toujours habillée avec élégance. Je me souviens surtout de ses longs et jolis ongles toujours vernis. En tant que petite fille de 10 ans à l'époque, la question de savoir si je voulais lui ressembler plus tard ne se posait même pas. Elle était mon modèle. Nous faisions beaucoup de bêtises ensemble et nous nous amusions énormément. Je me souviens aussi qu'elle était très sportive. À la piscine, par exemple, elle plongeait des plongeoirs les plus hauts, pendant que moi, je l'imitais, mais en plongeant des plus bas. Malgré tout ce qui se disait sur elle, dans ma famille à l'époque, j'idolâtrais la jeune femme qu'était Eva. C'était vraiment une belle athlète. Ces images, datant de 1937, montrent le côté joyeux et espiègle d'Eva, qui à l'époque souffre pourtant de sa relation avec le Führer. En effet, depuis 2 ans, Eva Braun est au plus bas, comme le prouvent des passages de son journal intime. Le 10 mai 1935, elle écrit « Madame Hoffmann m'a dit sans aucun scrupule ni tact qu'il m'a remplacée. Avec le recul, je dirais qu'elle était très dépressive et qu'elle a toujours tenté de dissimuler au mieux son mal-être. Que ce soit par le sport ou par les vêtements, elle se distrayait en permanence de ses chagrins. C'est pourquoi très peu de personnes qui la fréquentaient à l'époque ne s'en doutaient. Il devrait suffisamment me connaître pour savoir que jamais je ne l'empêcherais de partir s'il tombait amoureux d'une autre femme. Pourquoi se soucierait-il de ce qu'il adviendra de moi ? Les épisodes dépressifs de la jeune femme de 23 ans sont alors détectés par sa famille. Sa famille savait, moi non. Mais en y repensant, tous ces changements de vêtements reflétaient un comportement maniaco-dépressif. Elle se changeait 5 à 6 fois par jour quand je séjournais avec elle au Berghof, alors qu'il n'y avait personne pour la voir ni l'admirer, à part moi. Elle le faisait pour elle-même. Je me souviens aussi qu'elle avait beaucoup de mal à se concentrer. Elle venait me voir pour me demander ce que je faisais et quand je lui répondais, elle me disait « Oui, bref ». Elle perdait sa concentration et son intérêt très rapidement, volontairement ou pas. Elle se plaint d'Hitler.
disant qu'il n'a besoin d'elle que pour certaines choses. Lorsqu'il est en déplacement, elle ne reçoit aucune nouvelle. Eva Braun tente alors de se suicider une seconde fois, le 28 mai 1935, en prenant des somnifères. Elle note dans son journal « Cette fois, je vais prendre 35 pilules. Je ne veux pas me rater. Si seulement il pouvait m'appeler. » La tentative de suicide d'Eva Braun montre qu'à cette période, leur relation était bien plus développée et profonde. Elle n'avait plus rien de superficiel. Il s'était passé quelque chose. Hitler aurait pu être horrifié par cet acte et la quitter. Mais au lieu de cela, il y a vu une preuve supplémentaire de sa totale loyauté. Et c'est exactement ce qu'il attendait de son entourage. La loyauté jusqu'à la mort. Par son geste, cette femme lui a montré qu'elle était prête à tout pour le garder. Les parents d'Eva lui reprochent constamment cette loyauté et la cohabitation devient impossible. Elle emménage alors dans un pavillon proche de l'appartement d'Hitler, dans l'élégant quartier de Bockenhausen, à Munich. Une maison achetée par Heinrich Hoffmann à la demande du dictateur. Peu après, la jeune femme quittera son emploi à l'atelier de photographie. Eva Braun s'installe dans le pavillon avec sa sœur Gretel et en deviendra la propriétaire officielle en 1938. Je ne savais pas qui lui avait donné la maison. Tout ce que je savais, c'est que Gretel et elle avaient quitté le domicile familial. Et d'ailleurs, elles étaient assez âgées pour cela. Il n'y avait rien de bien choquant, mais je ne savais rien d'autre à propos de cette maison. Et encore moins que c'était un cadeau d'Hitler. Personne n'en a jamais parlé dans ma famille. De nombreuses fêtes fastueuses sont organisées au pavillon, mais l'ambiance est généralement plombée par le père d'Eva, qui considère honteuse sa relation avec le dictateur. Sa biographe doute de la véracité des déclarations du père d'Eva, lorsqu'il dit avoir écrit une lettre adressée à Hitler lui ordonnant de renvoyer sa fille dans la maison familiale. On a longtemps dit que son père était un farouche opposant au nazisme. Mais les interrogatoires qu'il a subis après 1945 ont révélé que Friedrich Braun était en réalité un fervent partisan du Führer et qu'il a cru en lui jusqu'au bout. D'après moi, personne dans la famille n'était opposé au régime. Et c'est tout à fait logique parce que tous les membres en bénéficiaient, depuis la mère jusqu'à la sœur cadette. Hitler, lui, ne ressent aucune animosité envers la famille. Au contraire, les parents sont invités fréquemment à Obersalzberg. Puis, à l'instar de leur fille, ils admettent qu'Hitler n'épousera jamais Eva. Progressivement, Franziska Braun parvient à convaincre son époux que s'opposer à cette relation ne sert à rien, car malgré tout, elle est sérieuse. N'importe quelle fille peut trouver un mari, mais que sa propre fille ait une relation avec Hitler, c'est un honneur. Eva Braun fait preuve d'un certain machiavélisme qui ne lui ressemble pas, dont le dessein est d'éloigner ses potentielles rivales d'Obersalzberg. Sa présence devient progressivement indiscutable. « Je suis la femme du plus grand homme d'Allemagne et du monde », déclarera-t-elle un jour. Officiellement, il n'y a pas de femme aux côtés d'Hitler, lui-même se déclarant marié à l'Allemagne. La propagande nazie s'évertue à montrer un Führer sans aucune vie privée, car il a pour mission de servir le peuple allemand jour et nuit. La passion d'Eva Braun pour la photographie et les films est grandissante. Elle adore mettre en scène son amant sur la terrasse du Berghof. Ce film montre un Führer inaccessible, fuyant son entourage, ses amis et collaborateurs politiques présents au Berghof. Certaines photos retrouvées dans ses albums privés montrent une partie de ses travaux professionnels.
Les films et photos d'Hitler et des invités présents au Berghof, pris par Eva Braun, n'étaient pas seulement de nature privée, car elle travaillait encore pour Heinrich Hoffmann à l'époque. Elle prenait ces clichés pour les lui vendre ensuite, contre de fortes sommes d'argent parfois. Un seul cliché pouvait lui rapporter jusqu'à 20 000 Reichsmark, par exemple. Peu de gens le savaient, mais elle faisait partie intégrante de la machine de propagande, car Hoffmann avait pour mission de mettre en scène la vie privée d'Hitler. Elle le montrait donc sous son meilleur jour, comme étant un homme attentionné, un patriarche aimant. De nombreuses personnes ont longtemps cru que ces photographies reflétaient son envie de fonder une famille avec Hitler. Mais en réalité, Eva Braun utilisait ces clichés pour les affaires. Et Hitler le savait pertinemment. Cela faisait partie du plan. Parmi les invités récurrents du Berghof se trouve l'architecte favori d'Hitler, Albert Speer, et Joachim von Ribbentrop, nommé ministre des Affaires étrangères en 1938. Heinrich Hoffmann et son épouse font également partie de l'entourage du dictateur. La sélection des gens présents autour d'Hitler au Berghof était faite par Heinrich Hoffmann et Eva Braun. Le dictateur considérait cet entourage comme sa famille. Sa vie privée se déroulait devant ces gens, alors que la famille biologique d'Hitler était tenue à l'écart. À partir de 1936, ils n'ont plus jamais été invités au Berghof. Hitler ne mélangeait jamais ces deux familles. Un entourage de remplacement a donc été sélectionné selon ces critères. Il était constitué des Speer, des Bormann, de la famille de son médecin, des Hoffmann et de la famille d'Eva Braun. Ce cercle était si important à ses yeux qu'avant de prendre des décisions politiques importantes, il faisait réunir ses proches au Berghof et s'y retirait pendant plusieurs jours afin de se détendre loin du tumulte qui régnait à Berlin. Les invitations au Berghof sont très convoitées par les notables nazis. Bien que la vie y paraisse légère, certains des invités qualifient l'ambiance de petite bourgeoise et hautement toxique. Tout ce qu'il reste de nos réunions à Obersalzberg, ce sont des souvenirs d'un étrange vide, écrira plus tard Albert Speer. Hitler n'y a que très rarement mentionné les Juifs, ses opposants politiques, ou la construction de camps de concentration. Ce n'était pas intentionnel, mais dû à la nature banale et superficielle des conversations qui s'y tenaient. Les membres de ce cercle sont au fait de la vie privée particulière d'Hitler et comprennent très vite qu'au Berghof, Eva Braun n'est autre que la maîtresse de maison. Eva Braun n'était pas politisée. Elle n'a jamais influencé Hitler de quelque manière que ce soit et n'a jamais essayé. Bien sûr, de nombreuses discussions politiques ont eu lieu au Berghof en présence des femmes. Elles n'ont probablement jamais joué aucun rôle dans les décisions d'ordre politique ou militaire. Mais nous savons de sources sûres qu'elles ont participé aux discussions concernant l'annexion de l'Autriche, par exemple. Le secrétaire d'Hitler, Martin Bormann, fait également partie de ce cercle. Il a pour mission d'interdire le voisinage à toute personne non habilitée et de sécuriser les lieux avant chaque séjour du Führer au Berghof. Hitler a pour habitude de se réveiller tard et de déjeuner vers 15 heures. Ensuite, il part en promenade avec ses invités. Ribbentrop est l'un de ses interlocuteurs favoris. Le ministre des Affaires étrangères a prouvé sa loyauté au Führer et soutenu ses projets de guerre. De nombreux sujets politiques sensibles sont discutés au cours de ces longues marches. La destination est toujours la même.
le sommet de la colline de Mooslanderkopf. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, Hitler aime y admirer la vue imprenable sur Salzbourg, puis s'arrête au retour à la maison de thé. Albert Speer écrira plus tard « Au moment du café, Hitler adorait se perdre dans des monologues sans fin. » Eva Braun filme une discussion avec le chef des jeunesses hitlériennes, Baldur von Schirach, à une distance respectueuse. Albert Speer est l'un des plus fréquents visiteurs. Il emménagera avec sa famille dans une maison voisine du Berghof en 1938. Et il est un très bon ami d'Eva Braun. Il déclarera en 1945 qu'Eva avait tiré parti de sa position, comme tous les proches collaborateurs d'Hitler. Parmi ceux-ci, peu ont résisté à la tentation d'obtenir ces privilèges. Hitler ne s'opposait pas à leur en offrir, se rappelle Speer. Les caractéristiques spécifiques de sa vie d'homme de pouvoir l'ont mené à une solitude croissante. D'après Speer, Hitler était voué à ne jamais avoir de relations humaines normales. Il poursuit. Au cours de multiples discussions, nous parlions de mode, de dressage de chiens, de théâtre, de cinéma, d'opérette et de stars. Hitler s'endormait parfois au cours de ses propres monologues. De temps à autre, la maîtresse du Führer prend des photos qui ne sont pas destinées à être publiées de son vivant. Elles illustrent leurs relations particulières. Eva Braun adore jouer la maîtresse de maison et aime le prestige que lui offre ce rôle. La construction du nid d'aigle est l'une des pièces maîtresses du travail de Bormann à Obersalzberg. Afin que le Führer et son entourage puissent profiter du paysage à 1800 mètres d'altitude, une route et un ascenseur sont directement creusés dans la montagne. Hitler y fait de très rares apparitions. En effet, le Führer souffre de vertige, mais Eva Braun adore s'y rendre. Et elle y semble bien plus joyeuse en l'absence du dictateur. Cette série de clichés montre Hitler et Eva Braun au nid d'aigle, en compagnie de Magda Goebbels, l'épouse du ministre de la Propagande. Elle est venue accompagnée de ses enfants pour jouer la carte de la femme bafouée et trahie. Elle annonce au Führer que son époux la trompe avec l'architecte tchèque Lida Baharova et lui avoue que celui-ci souhaite établir un ménage à trois. Hitler, fou de rage, ordonne à Goebbels de se rendre immédiatement à Obersalzberg. On ignore si ce film d'Eva Braun montre l'arrivée de Goebbels suite à cette convocation ou s'il s'agit d'une autre visite. Hitler donne l'ordre à Goebbels de quitter sa maîtresse et interdit également à son ministre de la Propagande tout nouveau contact avec l'actrice. Son mariage avec Magda devait perdurer pour des raisons d'État. Goebbels obéira aux ordres. Cette photographie du Nouvel An 1938 montre la relation quasi maritale d'Hitler et Eva Braun. Hitler, le végétarien convaincu, a son propre menu, qu'Eva Braun conserve dans son album photo. Les résultats de la traditionnelle séance de divination par le plomb n'ont en revanche pas été conservés. 1939 est une année charnière pour Hitler. Les succès s'enchaînent. Il réarme l'Allemagne, annexe la Sarre, les Sudètes et l'intégralité de l'Autriche au Troisième Reich. Même ses plus farouches opposants s'accordent à dire qu'il serait devenu l'Allemand le plus important depuis Bismarck, s'il était mort cette année-là. Mais le but ultime du dictateur est la guerre, et ses intentions belliqueuses vont le mener à sa chute. Bien qu'Eva Braun soit bonne skieuse, Hitler n'aime pas qu'elle pratique le ski, de peur qu'elle se blesse. Mais dès lors que le dictateur quitte Obersalzberg, il l'autorise à partir skier 8 jours en compagnie d'Albert Speer, en Autriche. Speer se souviendra.
Eva dansait jusqu'au petit matin avec des jeunes officiers sans jamais être reconnue. D'après Speer, tous deux sont unis par leur haine de Martin Bormann, un homme vulgaire, arrogant et manipulateur qui n'hésite pas à tromper son épouse. Pâques 1939. Eva Braun filme les nombreux enfants de Speer et Bormann lors de leur chasse aux œufs à Obersalzberg, où ils vivent coupés du monde extérieur. Nul ne sait si Eva Braun souhaite des enfants. Une rumeur raconte qu'elle aurait eu recours à un avortement à Munich, mais rien n'a jamais été prouvé. Speer éprouve de la sympathie pour cette femme malchanceuse. Hitler aurait dit en sa présence « Les hommes très intelligents doivent choisir des femmes simples d'esprit. Imaginez que ma femme s'implique dans mes affaires. Je veux me détendre pendant mon temps libre. » Dans le même temps, le dictateur décide de diriger l'Allemagne nazie depuis le Berghof. Il y développe des stratégies militaires et politiques cruciales, ainsi que des lois. L'une des raisons pourrait être une relation plus profonde avec Eva Braun, qui se trouvait en permanence à Obersalzberg lors des séjours d'Hitler. Un officier déclarera plus tard qu'il était de plus en plus difficile d'obtenir des directives du chef de l'État. Les représentants du parti et du gouvernement sont dans l'impossibilité de contacter Hitler lorsqu'il séjourne à Obersalzberg. Seuls les événements culturels sont susceptibles de faire sortir Hitler de son quartier général d'Obersalzberg. En juin 1939, il se rend spontanément à Vienne afin d'assister au 75e anniversaire du compositeur Richard Strauss. En rentrant à Berchtesgaden, le dictateur se rend sur les lieux de son enfance. Eva Braun filme son arrivée à l'école primaire de Fischlam, près de Linz. Dans Mein Kampf, Hitler se décrit comme un enfant meneur lorsqu'il jouait aux gendarmes et aux voleurs, avec des garçons du village. Son enseignant se souviendra plus tard d'un petit garçon frêle et pâle, peu studieux, manquant de confiance et indiscipliné. De retour au Berghof, le dictateur élabore la campagne militaire imminente envers la Pologne. Entre-temps, la famille Braun décide d'effectuer une croisière singulière. La mère Franziska est filmée lors de sa visite dans une agence de voyage, où elle réserve un séjour en Scandinavie pour elle et ses filles, Eva et Gretel. Friedrich Braun ne sera pas du voyage. Les trois femmes arrivent à Hambourg quelques jours plus tard pour embarquer sur le paquebot Milwaukee. Eva filme le trajet de la famille à bord de la chaloupe qui les mène au navire. Le Milwaukee est géré par l'organisation nazie Kraft durch Freude, la force à travers la joie, et permet aux membres du parti d'effectuer des croisières à son bord pour leurs vacances. Fabriqué à Hambourg en 1929, cet ancien paquebot transatlantique très populaire peut accueillir jusqu'à 600 passagers. Sa destination du jour, les fjords norvégiens. Eva Braun fait des apparitions remarquées à bord du navire. Ses tenues proviennent des plus grands créateurs berlinois. Cependant, Albert Speer la décrira dans ses mémoires comme une femme habillée modestement, qui porte des bijoux de piètre valeur. Les passagers de première classe profitent de la piscine. Gretel est filmée en permanence par sa sœur aînée. Une excursion sur les côtes norvégiennes.
les locaux ignorent que la maîtresse du dictateur nazi se trouve dans ce groupe de touristes. Les publications étrangères parlent d'une liaison entre Hitler et une certaine Evie Braun. Mais il manque apparemment d'informations fiables. En 1944, à New York, le journaliste Robert Arndt publie un article intitulé « La femme dans la vie d'Hitler ». Il y écrit « Evie Braun n'a rien de la femme aryenne distinguée. Elle est peut-être blonde aux yeux bleus, mais elle est forte et d'apparence vulgaire. Elle a tout de la femme d'intérieur de classe moyenne, et rien d'une première dame du Reich. » Evie n'a pas toujours été la maîtresse de maison qu'elle est actuellement. Avant sa relation avec le Führer, elle était connue pour servir de l'alcool aux officiers nazis, et même à Hitler. Elle a également un certain talent pour créer du parfum, et, d'après la rumeur, elle a utilisé des senteurs érotiques pour attirer le Führer. Cette description n'est que pure invention, et la censure nazie s'est assurée qu'elle ne soit jamais publiée en Allemagne. Gretel se détend à la piscine dans son maillot de bain 2 pièces. Elle s'adapte aux besoins de sa sœur aînée, se présentant comme compagne et chaperon. Un autre grand moment de la croisière, du homard servi sur le pont. Les Braun nagent dans le luxe, tandis que le compagnon de leur fille s'apprête à plonger l'Europe dans une seconde guerre. Le 17 juin 1939, Hitler reçoit l'émissaire du roi d'Arabie Saoudite pour une rencontre diplomatique. Durant ces entretiens, Eva Braun est généralement confinée dans ses quartiers. Il en va de même lorsque des cadres dirigeants du parti se rendent au Berghof. Albert Speer pensait qu'Hitler la considérait comme socialement inapte en de telles occasions. Lors de ces rencontres, même la grande salle de réception est interdite à la maîtresse d'Hitler. Et lorsque les séjours des invités de marque se prolongent, elle s'installe dans la maison de Martin Bormann. Elle parvient cependant à filmer des scènes telles que celle-ci, depuis une fenêtre du premier étage. Hitler y attend un de ses invités, tandis que les SS se mettent en position. Hitler est convaincu, et ce depuis son accession au pouvoir, que l'Allemagne ne retrouvera sa grandeur que par le biais d'une guerre au cours de laquelle elle récupérera les territoires germanophones. Il compte mener une guerre en pleine possession de ses moyens. Les craintes de maladie ou de mort prématurée le conduisent à précipiter ses plans. Sa priorité étant de la débuter plus tôt que tard. Hitler ne considère pas la guerre comme quelque chose de honteux, qui pourrait être évité. La Pologne sera sa première victime. Le 12 août 1939, Eva Braun doit une fois de plus se retirer de la scène. Elle filme à distance une unité de SS alignée pour accueillir le ministre italien des Affaires étrangères, le comte Ciano, venu discuter de l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés de l'Allemagne. On ignore si Heinrich Hoffmann est à l'origine de ce cliché du visiteur. Mais dans son album photo, Eva Braun note en dessous « La seule personne indésirable ici, c'est moi ». Hitler informe son allié de sa volonté d'attaquer la Pologne. Eva Braun intitule ses clichés « Départ des invités prestigieux, vus depuis ma chambre ». Sur ces images, Eva Braun filme le chef des Waffen-SS, Heinrich Himmler, en pleine discussion avec ses adjoints Reinhard Heydrich et Karl Wolff, sur la terrasse du Berghof.
À plusieurs reprises, le dictateur envisage ses stratégies de guerre et d'extermination de masse avec ses visiteurs à Obersalzberg. Le ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, participe également aux discussions. La paix en Europe ne tient qu'à un fil, et le Führer s'éloigne de la bureaucratie ministérielle en rassemblant ses confidents au Berghof. Il y élabore un plan spécial. Envoyer Ribbentrop à Moscou dans le but de signer un pacte de non-agression avec Staline. Himmler et son adjoint Heydrich ont méticuleusement planifié l'invasion de la Pologne. Au cours d'une visite au Berghof, ils en présentent les détails à Hitler. Les Einsatztruppen, ou groupes d'intervention, sont des unités de police politique militarisées. Leur mission sera d'éliminer les élites polonaises afin qu'Hitler puisse occuper le pays de façon permanente. Le 23 août 1939, Hitler attend fiévreusement des nouvelles de Moscou. La présence d'Eva Braun est autorisée ce jour. Elle filme et prend des photos. La légende de ces photographies dit « Pendant que Ribbentrop est à Moscou ». Lorsque le ministre des Affaires étrangères annonce avoir pactisé avec le diable, le dictateur se félicite du dénouement. D'autres photographies montrent Hitler, Bormann et Goebbels lors de l'annonce officielle de la nouvelle. Eva Braun écrit en légende « Hitler écoute l'annonce à la radio et la Pologne refuse de négocier ». La biographe d'Eva Braun est persuadée que la jeune femme était au fait de l'importance historique de ces jours dramatiques au Berghof. Les photos illustrent bien l'ambiance au Berghof, avant que Staline ne signe le pacte de non-agression. Elles montrent à quel point ces hommes étaient unis autour d'Hitler à ce moment précis, et à quel point Goebbels et Speer étaient impliqués dans les événements politiques de l'époque. Les clichés d'Eva Braun illustrent parfaitement la tension régnant au Berghof pendant les négociations de la signature du pacte à Moscou. Ils montrent également que les femmes étaient au fait des intentions de ces hommes, car elles se trouvaient à Obersalzberg pendant l'élaboration de ces plans et finissaient forcément par être au courant. Au Berghof, Hitler avait la particularité de ne pas faire de distinction entre vie privée et vie politique. Pour lui, il n'y avait rien à cacher. Les escadrons de la mort d'Himmler ont carte blanche pour intervenir en Pologne, car le traité signé avec Moscou garantit que l'armée rouge n'interviendra pas. En contrepartie, Staline annexera et occupera la partie ouest du pays. Obersalzberg a donc joué un rôle crucial dans la Seconde Guerre mondiale. Toute tentative d'arrêter Hitler est alors inutile et vaine. Neuf jours plus tard, le dictateur déclare la guerre à la Pologne. Eva Braun pleure lorsqu'il déclare au Reichstag « Plus que jamais, ma vie appartient à mon peuple. Je veux être le plus grand soldat et chef du Reich allemand. Je revêts mon uniforme qui a toujours été mon bien le plus précieux. Je ne le retirerai qu'après notre victoire. Je ne survivrai pas à la défaite. » En ce 1er septembre 1939, Eva Braun aurait dit à sa plus grande sœur, Ilse, « Nous sommes en guerre. Il va partir. Que va-t-il advenir de moi ?» D'après les mémoires d'Ilse Braun, elle aurait également dit « Si quelque chose lui arrive, je mourrai aussi. » Le soir même, Eva Braun commande de la nourriture et des boissons pour remplir les réserves du Berghof. Elle dira ensuite « Nous allons avoir besoin de beaucoup de réserves pour une durée indéterminée. »